Eh bien, bonjour messieurs, bonjour Dimitri de Koshko, Bonjour, longtemps bonjour à journaliste à tous. l'AFP, nul n'est parfait, je le dis à chaque fois, pour le faire bisquer d'entrée, faire monter un peu l'adrénaline et qu'il soit au mieux, qu'il donne le mieux de lui-même, Dimitri de Koshko, fondateur de Stop Russophobie, et comme je le dis aussi à chaque fois, donc je me répète, c'est comme ça, il a du pain sur la planche. C'est vrai que nos amis russes, qu'est-ce qu'on les aime. On s'en est rendu compte durant cette parenthèse enchantée, ils avaient disparu, on n'en avait pas. On nous avait dit oui, mais si, ils sont là, mais pas sous bannière. Mais personne, en fait, il n'y en a pas eu. Ou en tout cas, qui ne vivaient pas en Russie. Donc ça, c'était absolument formidable. Ça a eu quand même un avantage. On remercie les Russes et les Biélorusses. Grâce à eux, on a pu passer, je crois, dans le top 5. Donc j'avais fait un pari comme quoi la France ne serait pas dans le top 5 des médaillés. J'aurais dû le gagner, encore une fois. Je perds mes paris, mais je devrais les gagner. Mais je ne l'ai pas gagné, puisque, évidemment, la Russie aurait été devant, nous, comme à chaque Jeux Olympiques. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de Russes, c'est mieux comme ça. Donc voilà, chose il y a eu des boycotts à une époque où, en effet, avec l'Union soviétique, les gens ne voulaient pas, enfin, l'Amérique n'allait pas sur les Jeux de Moscou, mais enfin, voilà, il y avait jamais on avait vu une chose pareille, jamais, jamais, jamais. Et pour en arriver au point qu'on les sorte des jeux. Mais en même temps, bon, on a eu, c'est vrai, des jeux très particuliers livrés aux LGBT, aux woke, et plus encore, je dirais, si affinité avec la part sombre de chacun d'entre nous. Donc, Dimitri de Kochko, déjà, bienvenue dans ce grand angle. Nous allons parler Russie aujourd'hui, Ukraine, OTAN. Devrais-je encore parler de l'Ukraine? Ne devrais-je pas dire le proxy européen actuel de l'OTAN, c'est-à-dire l'Ukraine, et jusqu'au dernier Ukrainien. Et quand il n'y aura plus d'Ukrainiens, eh bien, vous inquiétez pas, puisque vous avez fait barrage, chers électeurs, au bruit de bottes en France. Oh là là, qu'est-ce qui faisait peur, ce bruit de bottes. C'est toujours fécond le ventre qui a vu naître la bête immonde. Eh ben, le bruit de bottes, mes chers électeurs, vous avez fait barrage. Oh, quel courage, quelle haute dignité de la France. Par contre, le bruit des bottes, il n'a jamais été aussi persistant dans l'autre oreille, c'est-à-dire à l'est de l'Europe, c'est-à-dire un risque d'escalade. On va en parler avec nos invités. Le second invité, on rentrera dans le détail avec lui d'un certain nombre de choses bien ennuyeuses si ça passait sur la place publique, mais ça sera compliqué. En tout cas, on a quelqu'un d'extrêmement courageux avec nous aussi ce matin, et on lui donnera droit évidemment à la plus parfaite expression. On n'a pas réussi à l'entendre pour des problèmes techniques, ça se multiplie les problèmes techniques, mais ça c'est logique. Dans un monde technique et technologique, c'est normal qu'on ait des problèmes techniques et technologiques. Nous aurons le capitaine Pierre Place, donc, que nous n'avions pas pu avoir sur Radio Courtoisie samedi dernier, et que nous avons, et nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui, capitaine, mon capitaine, dans ce grand angle de la matinale de Géopolitique Profonde. Et bonjour et bienvenue donc dans cette matinale. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Et je vous entends, c'est merveilleux, la technique. Oui. Dimitri de Kochko, on va vous laisser, on va te laisser euh, planter le décor. J'ai l'impression, bon, mais je le dis à chaque fois, qu'on est un peu à la croisée des chemins actuellement, à l'est de l'Europe, à mi-distance de l'escalade euh, militaire et à mi-distance que la raison reprenne enfin ses droits, ou tout du moins qu'on arrive non pas à une paix, il ne faut pas arriver, mais en tout cas au moins à un cessez-le-feu, rapidement ou pas. Quel est l'état de la situation à la fois militaire mais diplomatique, Dimitri? Alors, je dirais, pour rebondir un peu sur ce que vous ou tu disais tout à l'heure, c'était sur le fait que les Ukrainiens sont, payent, au moins au niveau de la population, les, la vénalité des dirigeants qui leur ont été donnés par la grâce des États-Unis, mais aussi malheureusement de nous, c'est-à-dire de la France, de l'Allemagne et de la Pologne, qui, ne l'oubliez pas, étaient représentés lors du coup d'État de 2014 et qui ont signé un accord, que se sont portés garants, pardon, d'un accord entre l'opposition
ukrainienne sur le Maïdan et le président légitime Yanukovych, aujourd'hui, les légitimités des élections deviennent très, très relatives tout de même. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont payé cher le fait de servir les intérêts des États-Unis contre la Russie dans leur grand projet. Et c'est ça qu'il faut avoir en permanence comme toile de fond. C'est que cette guerre est la guerre que mènent les États-Unis, en fait, depuis bien longtemps, mais disons d'une manière beaucoup plus assidue depuis 91 et depuis 2004 pour ce qui est de l'Ukraine. 2004, c'est la révolution orange. 91, c'est la chute de l'URSS. Mais la décision, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut que nous comprenions, les anglo-saxons réfléchissent en siècles des dynasties. Au niveau anglais, la dynastie est même, je dirais, caricaturellement représentée par la monarchie, mais en fait, c'est une dynastie de la City. Pour les Américains, c'est une dynastie financière des grandes banques, celles qui ont pris le contrôle des banques centrales. Soit dit en passant, y compris avec une influence considérable sur la banque centrale russe. Nous y reviendrons, parce que c'est sans doute le point sensible en Russie. Je dirais donc qui peut nous inquiéter aujourd'hui, c'est le but des États-Unis, c'est de démanteler la Russie et de s'emparer des différentes richesses de la Russie. Il y a eu une formule qui résume tout ça, qui n'a pas été confirmée par des sources américaines, mais qui a été dite par Condoleezza Rice, qui a été secrétaire d'État américaine, qui est une russophone, qui connaît bien la Russie, et qui avait déclaré à ses partenaires, à des partenaires russes, vous savez, ça ne pourra pas durer, vous ne représentez que 2% de la population mondiale, vous occupez 15% des terres immergées, et vous avez 30% de toutes les matières premières et de toutes les richesses de la Terre. Ce n'est pas possible. Il va falloir changer ça. Alors, ce n'est pas possible pour qui? Peut-être pour les Américains, mais pas pour les Russes. Les Russes, ça va, merci. Et donc, ils veulent traiter les Russes comme ils ont pu traiter les Indiens en leur temps sur le territoire des États-Unis. Malheureusement, ils y arrivent petit à petit. Ils ont commencé une répétition générale en démantelant la Yougoslavie. Ils ont continué en démantelant l'URSS, qui a implosé, bien sûr, en utilisant, bien sûr, les contradictions internes de tous ces pays, etc. Il n'empêche que ça a marché dans une certaine mesure. Et ils voudraient continuer avec la Russie. Il faut avoir ça en permanence à l'idée pour la toile de fond, parce que c'est ça qui va expliquer pourquoi aujourd'hui on parle à la fois de guerre et à la fois de négociation. Sinon, on n'y comprend rien. Alors, c'est très bien, c'est la toile de fond, Dimitri. Et mon inquiétude de toile de fond aussi. Un journaliste qui ne répond pas aux questions, c'est pas étonnant en même temps. Est-ce que nous, on va être des proxys? Est-ce que nous, on va être les proxys pour remplacer les Ukrainiens? Non, mais on n'en est pas là. Pour le moment, j'aimerais savoir si on se dirige plutôt vers la guerre ou vers la paix entre l'OTAN et la Russie. Alors, pour l'instant, on se dirige sur un ni paix ni guerre, mais avec un risque de dérapage considérable vers la guerre. Voilà. Ah bon? Voilà ce que moi, je pense. Ah bon? Alors, pourquoi ni paix ni guerre? Parce que, d'un certain point de vue, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis la toile de fond. C'est pas du tout pour pas répondre aux questions. Bon. Hein. Je suis pas un politique, moi. Je suis un journaliste, justement. Alors, oui. Donc, mais qu'à côtoyer les politiques. Alors, force de côtoyer les politiques, des fois. Non, mais bon. Des fois. Allez. Non, il ne faut pas. Non, mais vas-y. Alors, bon, voilà, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, continuer la guerre, visiblement, les États-Unis et leurs vassaux, c'est-à-dire nous, oui. Vassaux maltraités, hein, parce que les suzerains au Moyen-Âge étaient beaucoup plus sympas avec leurs vassaux. Hein, quand même. C'est vrai. Eux, non, mais nous, ils nous pillent. D'ailleurs,
Je te rappelle que le premier objectif n'est pas seulement de piller la Russie, c'est de piller l'Europe dans son ensemble. Alors, Elle est matricide, c'est au reste pour moi, les États-Unis, comme était Rome par rapport à Athènes, hein, d'ailleurs. oui, ou Néron, on a souvent. Bon, ouais. Eh bien, oui, visiblement, la première partie, effectivement, de cette guerre est réussie, c'est-à-dire couper totalement l'Europe occidentale de la Russie. Donc, toute perspective d'un continent européen qui, qui pourrait réussir à être un pôle dans le monde, dans les rapports de force géopolitiques et économiques, et qui nous permettrait, nous, Européens, de rester, disons, du bon côté de la prospérité, parce que c'est quand même ça qui est en cause aussi. Eh bien, ça, c'est réussi. Les Américains sont arrivés à nous couper, et sans doute pour des années, de la Russie.